Voici la H-64 Longbow Apache. Muni d'un radar sophistiqué et armé d'un redoutable arsenal de roquettes, de missiles et de mitrailleuses, le Longbow Apache est une plateforme de tir effrayante. Capable de voler en arrière, en avant, qu'il pleuve, qu'il vente, de jour comme de nuit, l'Apache sait se rendre là où il faut et diriger sa formidable puissance de feu avec précision. L'Apache est le plus puissant de tous les hélicoptères d'attaque jamais construits et dominera le champ de bataille numérique de demain. Le McDonnell Douglas AH-64A Apache est entré en service en janvier 1984. Pour ceux qui assistent alors à l'événement, l'avenir de l'hélicoptère d'assaut semble des plus radieux. La vitesse et l'agilité de l'appareil sont sans précédent. Muni d'un système de navigation extrêmement précis et d'une signature radar et infrarouge réduite, il peut coller au terrain en volant sans problème à plus de 320 km/h. À l'époque, l'Apache est équipé du système d'armes le plus sophistiqué. Le viseur d'acquisition et de désignation est assisté d'un ordinateur de contrôle de tir. Armé d'un canon à répétition de calibre 30 mm, de missiles Hellfire à guidage laser et de roquettes de 70 mm, la H-64A dispose d'une capacité de frappe étonnante. Ces premiers Apaches sont aussi conçus pour encaisser des coups. Des essais multiples sont effectués pour déterminer les matériaux les plus résistants aux obus à forte pénétration. Le seul blindage utilisé sert à protéger les pilotes et les réservoirs. Comme beaucoup d'appareils de sa génération, l'Apache a subi l'épreuve du feu contre les forces irakiennes occupant le Koweït. La péninsule arabique a souvent été un territoire de conflit. En 1990, la région se trouve une fois de plus au bord de la guerre. Les premières indications d'un conflit imminent datent de juillet, lorsque les services de renseignement annoncent que l'Irak a rassemblé 30 000 soldats le long des frontières du Koweït. Les tentatives de solutions diplomatiques échouent rapidement les unes après les autres. L'Irak envahit le Koweït le 2 août 1990 et prend rapidement le contrôle de ce petit pays. Le monde craint que le dirigeant irakien Saddam Hussein ne continue son avance en pénétrant en Arabie Saoudite. Pour empêcher toute nouvelle agression, les Occidentaux décident de réagir militairement. Ainsi débute l'opération Bouclier du désert.
La logistique mise en place pour cette opération d'envergure est colossale. Le transfert d'hommes, de matériel et d'armement dans le golfe Persique, en provenance de toutes les parties du monde, est une entreprise à grande échelle. Dès le premier mois de l'opération, 500 000 tonnes sont acheminées dans le golfe, soit par bateau, soit par avion. En janvier 1991, début de la guerre, plus de 2,5 millions de tonnes ont été débarquées. Parmi les cargaisons de baume pour les lèvres, de tenues de camouflage, de gilets pare-balles et de crème solaire, on trouve des hélicoptères Apache AH-64A. L'invasion du Koweït, suivie d'une possible invasion de l'Arabie saoudite par les troupes irakiennes, ne sont pas des hypothèses étudiées très sérieusement par les chefs militaires occidentaux. Même si des simulations de telles manœuvres ont eu lieu et que les répliques possibles aient été étudiées, la mise en œuvre d'une stratégie appropriée va s'avérer un véritable défi. Pendant des dizaines d'années, les militaires se sont préparés à un conflit d'envergure dans les collines de l'Allemagne centrale. L'Apache a été conçu spécifiquement pour attaquer de grandes formations de chars éparpillés dans une vaste plaine ou des objectifs dissimulés dans un environnement boisé. Aucune des hypothèses ne convient au vaste désert du Koweït et aux centaines d'installations ennemies enterrées dans le sable. Pourtant, les Irakiens alignant beaucoup de chars, les hélicoptères d'attaque alliés vont jouer un rôle essentiel au cours des opérations. Des stations de ravitaillement avancées sont mises en place près de la frontière pour réduire le temps de réarmement et de préparation d'un Apache avant son retour au combat. Elles doivent être mobiles et se trouvent souvent à portée de tir des batteries ennemies. Elles ont une importance vitale pour permettre aux Apaches de remplir leur mission. En janvier 1991, tout est en place et Bouclier du désert se transforme en Tempête du désert. Le 17 janvier, à l'aube, 8 Apaches AH-64A traversent, tout feu éteint, la frontière irakienne dans le but d'aller détruire 2 stations radar ennemies. Cette force d'intervention est divisée en 2 équipes de 4 hélicoptères. Chaque groupe est chargé de détruire une installation anti-aérienne. Approchant discrètement en restant dans une limite de 3 km de leurs objectifs, les Apaches tirent leurs salves de missiles et de roquettes, détruisant radars, centrales électriques et matériel de communication. Les Irakiens n'ont pas le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive. Ils n'ont pas repéré d'où venaient les Apaches. À un moment donné, au moins 8 missiles Hellfire filent vers l'objectif en même temps, ce qui veut dire que certains des hélicoptères contrôlent plus d'un missile à la fois. Un équipage utilise simultanément ces 3 systèmes d'armes, missiles Hellfire, roquettes et canons de 30 mm, et réussit à frapper 3 objectifs différents. En quelques minutes, un corridor libre de faisceaux radars est dégagé. Les avions alliés peuvent maintenant s'y engouffrer pour pénétrer en zone de combat sans être détectés. Les Apaches ont effectué la toute première frappe de la guerre. Les Apaches continuent à prouver leur efficacité pendant la guerre du Golfe en démontrant la puissance des hélicoptères d'attaque ultra sophistiqués. Mais l'histoire des hélicoptères de combat n'a pas commencé avec la guerre du Golfe. Elle a commencé en Allemagne dans les années 30. En 1936, près de 30 ans après le premier vol d'une voilure tournante, le premier hélicoptère véritablement opérationnel effectue son vol initial. Ce Focke Argelis FA-61 paraît aujourd'hui bien frêle, mais c'est lui qui a ouvert la voie au succès de l'hélicoptère.
Les aviateurs allemands, dont l'une des rares femmes pilotes d'essai, Anna Reitsch, établissent un chapelet de records avec cette étrange machine et démontrent avec éclat la domination allemande en matière de voilure tournante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, le Flettner FL-282 Colibri devient le premier hélicoptère à entrer en service dans les forces allemandes. Ce biplace sert dans la Kriegsmarine pour la reconnaissance et les patrouilles anti-sous-marines. Cette séquence de film d'un colibri en train de larguer une mine anti-sous-marine montre un système très rudimentaire. Mais il prouve que les Allemands avaient bien compris le potentiel de l'hélicoptère comme arme offensive. La stabilité remarquable et les performances du Flettner incitent les militaires du Reich à en commander 1 millier, mais seuls 20 seront fabriqués. Les Allemands produisent aussi un autre hélicoptère, le Focke Argelis FA-223 Drache, Dragon. Certaines versions de l'appareil sont munies d'une mitrailleuse frontale de défense. C'est la première utilisation connue d'une arme montée sur un hélicoptère. La machine n'est construite qu'à 10 exemplaires. Le seul appareil à voilure tournante de fabrication américaine à entrer en action pendant la guerre est le Sikorsky XR-4. Son arrivée officielle dans l'armée est parrainée par un des grands pionniers de l'aviation, Orville Wright. En 1944, un XR-4 sauve 3 aviateurs anglais dont l'avion s'est écrasé dans la jungle birmane. Ils sont récupérés l'un après l'autre, démontrant ainsi la capacité des voilures tournantes à servir de véhicules de secours. Encouragés par le succès du XR-4, les constructeurs d'appareils à voilure tournante accélèrent le développement de leurs propres projets. Mais personne ne pense sérieusement au principe de l'hélicoptère armé. Les bureaux d'études ont d'autres idées. L'un des premiers appareils vraiment réussis construits après la guerre est le Bell modèle 47. Il est doté d'un mécanisme de rotor qui deviendra emblématique des hélicoptères Bell. Et il émet un son particulier entendu pour la première fois au-dessus de la péninsule coréenne. Le 26 juin 1950, les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle et envahissent le sud, mettant fin à une paix précaire. Contraints d'honorer leurs engagements de défendre le sud, les États-Unis et leurs alliés mobilisent dans l'urgence des forces pour les envoyer en Corée. Le terrain s'avère ingrat, les routes sont rares et le déplacement du personnel et du matériel au sol est une tâche difficile. L'hélicoptère semble constituer une solution très prometteuse. Stimulés par les possibilités d'utilisation militaire des voilures tournantes, les constructeurs cherchent tous à proposer de nouveaux appareils. Des firmes comme Bell, Piasecki et Sikorsky font une cour effrénée aux décideurs militaires, espérant tous que c'est le moment décisif pour intégrer l'hélicoptère aux forces armées. La guerre se poursuit pendant l'automne de 1950 et un rude hiver s'installe. La glace et le froid affectent les hommes et leur matériel sans que les hostilités ne s'arrêtent. Le transport des blessés du front vers les hôpitaux de campagne, les fameux MASH, pose de graves problèmes. Les routes de Corée sont souvent impraticables pour le déplacement des blessés.
L'évacuation par véhicule est difficile et les avions ne peuvent pas se poser dans de nombreux secteurs isolés. Mais les hélicoptères le peuvent. C'est dans cette première mission d'ambulance des airs que ce type de machine va contribuer à l'effort militaire. Les Bell Model 47, qui servent sous la désignation d'H-13 dans l'US Army, conviennent parfaitement à cette tâche. Les civières sont facilement montées au-dessus des patins d'atterrissage et l'utilisation des H-13 comme ambulance du ciel va faire considérablement baisser le nombre de victimes décédant des suites de leurs blessures. Le moral des soldats remonte. Mais l'hélicoptère n'est pas limité au rôle d'ambulance. Ici, un H-13 pose des lignes de communication pour les troupes. Grâce à lui, ces missions deviennent moins laborieuses, car les soldats peuvent sauter d'un lieu à un autre, dans des zones isolées pour poser les câbles bien plus rapidement qu'en le faisant du sol. L'importance des communications est capitale pour les militaires, et les hélicoptères démontrent leurs avantages en facilitant la tâche. Des appareils plus grands servent aussi à livrer l'approvisionnement des troupes dans des zones inaccessibles par camion ou par avion. Ces soldats peuvent remercier l'hélicoptère pour ces rares repas chauds. Pendant les 3 années de guerre en Corée, les voilures tournantes démontrent leur importance incontestable pour les militaires. On fait d'ailleurs quelques tentatives pour les utiliser de manière offensive. Ce film montre un projet inabouti, mais c'est un commencement. Après la guerre, l'US Army commence à étudier la façon d'intégrer complètement les voilures tournantes à ses tactiques de combat. Ces H-13 sont équipés de mitrailleuses et de lance-roquettes pour un des premiers essais d'hélicoptères armés. I'm flying this too, firing its weapons, because I'll really know what we are able to do with armed helicopters at this stage of the game. Mais même après ces essais, le scepticisme reste de mise en ce qui concerne les hélicoptères d'attaque. La firme Bell propose pourtant une autre machine, le modèle 204. Le premier prototype de cet appareil, dénommé YH-40, effectue son premier vol le 22 octobre 1956. Et moins de 2 ans après, les premiers exemplaires sont livrés à l'US Army pour évaluation. Rebaptisé UH-1 Iroquois et surnommé Huey, cet hélicoptère à usage général va devenir l'une des machines volantes les plus célèbres du monde. Lorsque les militaires le renomment UH-1 en 1962, il garde son surnom de Huey. Les ingénieurs qui ont conçu cet appareil pour un usage général n'auraient jamais pu prévoir le nombre d'utilisations différentes auxquelles le Huey va devoir répondre. Ils n'ont pas conscience que leur bébé est arrivé juste au moment propice, à l'aube de la guerre par hélicoptère. Le Vietnam est un pays de jungle, de montagnes et de marais. Ces paysages verdoyants et fertiles sont certainement magnifiques, mais pour des soldats essayant de se déplacer avec tout leur équipement à travers les marécages et la boue, l'endroit est épouvantable. La pluie et la gadoue rendent les mouvements extraordinairement difficiles dans ce pays inconnu. Il n'y a pas de route, ni de pont. Les fantassins, les camions et les chars sont souvent immobilisés. Il ne reste que l'hélicoptère. Les premières voilures tournantes à servir au Vietnam sont les Piasecki H-21 Shawnee, à rotor en tandem, surnommées les bananes volantes. Ces machines,
lentes et sans armement, sont extrêmement vulnérables. Les militaires américains et sud-vietnamiens se rendent rapidement compte qu'il leur faut une escorte armée. Et sans appareil conçu pour ce rôle, ils se tournent vers celui qui semble le plus facile à adapter, le UA. En 1962, les premiers UA arrivent au Vietnam et commencent très vite à escorter les bananes volantes. Ces modèles sont équipés de roquettes de 70 mm montées par 8 de chaque côté et chacun dispose aussi de 2 mitrailleuses Browning 7,62 à refroidissement par air fixées sur les patins. Prêt à foncer au combat, le UA fait ainsi ses débuts comme premier gunship américain. La méthode d'approche standard pour le déploiement de troupes avec les H-21 consiste à voler en formation décalée, à 1 minute de distance. Une fois au sol, les soldats descendent de leur machine le plus rapidement possible et celle-ci redécolle immédiatement. C'est au moment où les transports de troupes se trouvent au sol qu'ils sont les plus vulnérables. Pendant 6 mois, à partir d'octobre 1962, l'US Army évalue les performances des UA comme gunship d'escorte. Cette première campagne d'essai démontre que la formule constitue une arme puissante et efficace. En 1963, les militaires américains recommandent donc la création de brigades de cavalerie de combat, avec des hélicoptères armés pour escorter les véhicules de reconnaissance et de transport de troupes. L'engagement au combat de ces hélicoptères armés va changer le cours de la guerre. Le Sioux Scout, armé de mitrailleuses et de lance-grenades, est extrêmement agile et peut coller au terrain à grande vitesse. Bien que son comportement en vol soit excellent et qu'il embarque un armement conséquent, le moteur à piston hérité du modèle 47 est largement dépassé. Bell sait que les hautes performances offertes par les turbines représentent un atout qu'on ne peut ignorer. C'est pourquoi les bureaux d'études décident d'adapter les éléments dynamiques du UA dans le nouvel hélicoptère d'attaque qu'ils développent. La firme Bell poursuit ses recherches avec un nouveau projet, maintenant baptisé modèle 209 Cobra. En décembre 1964, les ingénieurs sont persuadés qu'en utilisant toute la partie dynamique du UA, ils pourront proposer un prototype en moins d'1 an pour moins d'$1 million. Ils vont certes dépasser leur budget de $40 000, mais le nouvel appareil est prêt en 9 mois. Les résultats sont impressionnants. Le prototype du modèle 209 vole le 7 septembre 1965. Le moteur, la transmission et le rotor sont pratiquement identiques à ceux du UA. Le modèle 209 est donc un UA à l'intérieur, mais à l'extérieur, il est totalement différent. Large de seulement 1 mètre, le Cobra est une cible beaucoup plus petite pour l'adversaire que son ancêtre. Le pilote et le mitrailleur sont assis l'un derrière l'autre, ce qui donne à chacun un excellent champ de vision. Le rotor est le même que le UA, mais les pales sont différentes. Lorsque les premiers Cobras arrivent au Vietnam, à l'automne 1967, les pilotes d'hélicoptères n'en reviennent pas. À l'époque, aucune machine n'est aussi profilée que cet hélicoptère aux formes aérodynamiques très étudiées. Son agilité et sa vitesse en font un appareil de combat très efficace. C'est le plus rapide des hélicoptères utilisés pendant la guerre. Grâce à leur vitesse, les Cobras précèdent les autres hélicoptères et préparent le terrain choisi pour ceux qui vont débarquer. Une fois arrivés à pied d'œuvre, ils tirent dans toutes les directions pour éliminer les batteries ennemies tirant du sol. Le barrage continue pendant le débarquement des troupes, mais seulement après que les Cobras ont établi un rideau de fumigène pour augmenter la marge de sécurité. Une fois les troupes au sol, la mission des Cobras change. Ils assurent l'appui au sol direct. Les positions ennemies sont repérées par le commandement au sol qui reste en contact direct avec le leader du groupe de Cobra.
La précision de tir de l'appareil permet au commandant d'unités terrestres de diriger le tir à quelques mètres seulement de ses propres positions. Le Cobra démontre brillamment l'utilité pratique d'un hélicoptère armé en combat. Une telle machine, dotée d'un moteur puissant, d'une grande agilité et d'une puissance de tir phénoménale, est maintenant devenue un élément essentiel de la guerre moderne. Anticipant de tels besoins, la firme Lockheed développe un projet ultramoderne, l'AH-56 Cheyenne. Le Cheyenne est conçu uniquement comme machine offensive, depuis le rotor jusqu'aux atterrisseurs. Le pilote et le mitrailleur sont assis en tandem, dans un vaste cockpit vitré. Muni d'un rotor de propulsion pour les hautes vitesses, le Cheyenne atteint les 380 km/h. Le mitrailleur dispose d'un système de contrôle de tir ultramoderne. Il peut ainsi continuer de pointer sa cible pendant que l'appareil engage l'adversaire. Le pilote peut tirer sur tout ce qu'il aperçoit. Il lui suffit d'orienter son casque dans la direction voulue et d'appuyer sur la détente. Le Cheyenne est un hélicoptère extraordinaire, armé du nouveau missile anti-char TOW, d'un mini-canon de 7,62 et d'un autre affût anti-char de 30 mm. Ayant remporté l'appel d'offres pour l'hélicoptère avancé lancé par l'US Army, la H-64 est en passe de devenir la première véritable machine d'attaque à voilure tournante américaine. Mais Lockheed éprouve de grosses difficultés à rendre son bijou opérationnel. Et malgré son énorme potentiel, il faut se rendre à l'évidence. Une machine intérimaire est indispensable avant que cet engin complexe n'entre en service. Avec les difficultés de production du Cheyenne, le Cobra reste l'hélicoptère d'attaque de référence. Mais la jungle du Vietnam est très différente des collines de l'Europe centrale et il faut l'adapter à de nouveaux défis. Les spécialistes du Pentagone sont notamment curieux de savoir comment le Cobra se comporterait face au réseau sophistiqué de défense électronique des forces du pacte de Varsovie. Les militaires américains continuent de modifier et d'améliorer le Cobra, mais l'appareil et ses systèmes d'armes s'avèrent peu efficaces contre les avancées technologiques incorporées dans les nouveaux chars. Il faut faire quelque chose. Un nouvel hélicoptère beaucoup plus moderne devient indispensable. Après le Vietnam, une des préoccupations majeures des forces de l'OTAN est de trouver une parade aux menaces grandissantes des chars soviétiques. Il semble évident que l'hélicoptère d'attaque est la solution, mais il faut un appareil spécifique, doté de capacités diverses. Pour encourager le développement de ce nouvel appareil, l'armée américaine lance, au milieu des années 70, un appel d'offres pour un hélicoptère d'attaque avancé. L'US Army veut une machine capable de voler de nuit, dans les pires conditions météo, tout en restant capable d'engager l'ennemi. En décembre 1976, le Hughes WAH-64 Apache remporte l'appel d'offres et un nouveau chapitre de l'histoire des hélicoptères d'attaque commence. L'AH-64 Apache mesure 14,40 m de long. Il est muni d'un rotor quadripale de 8,40 m de diamètre. Sa masse maximale au décollage est de 9 tonnes et son plafond opérationnel atteint 3000 mètres. Propulsé par 2 turbines de 1700 chevaux chacune, il a une vitesse maximale de 370 km/h avec une vitesse de croisière de 296 km/h. Sans réservoir supplémentaire, son autonomie atteint les 700 km. L'Apache révolutionne le concept des hélicoptères d'attaque car il peut opérer de nuit. À l'aide de capteurs de vision de nuit et d'un ordinateur de vol spécial, le pilote peut se déplacer sur un relief accidenté dans l'obscurité totale.
Pour accomplir de telles performances de navigation, la H-64A dispose de 3 capteurs. Une caméra vidéo de jour, un télescope optique de vision directe et une caméra infrarouge à vision avant. Ces viseurs peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble, en fonction des conditions tactiques et météorologiques. Chacun de ces viseurs comporte un champ de vision pour le repérage des objectifs et un autre champ de vision à magnétisme augmenté pour suivre les objectifs. Les Apaches accueillent 2 membres d'équipage. Le pilote est chargé de la manœuvre et du positionnement de l'appareil, tandis que le copilote gère le système d'armes très élaboré. L'officier d'armes a pu détecter et localiser une position ennemie et l'enregistrer sur une bande vidéo. Une fois l'appareil en position, la bande est visionnée et l'ordinateur verrouille l'arme appropriée sur la cible. Un désignateur laser, aéroporté ou terrestre, peut servir à illuminer une cible pour les missiles Hellfire de l'Apache. Un des grands avantages des premiers AH-64A Apache est sa capacité d'emporter 16 missiles anti-chars Hellfire, le double des autres appareils d'attaque. Le missile est une roquette de 70 mm capable de pénétrer une tourelle de chars à grande distance. Lorsqu'il faut détruire des blindés, le missile Hellfire est l'arme de choix. Les embryons d'ailes de l'Apache peuvent aussi recevoir des paniers de 76 roquettes simples. Les premières versions d'Apache sont aussi équipées d'un canon à répétition Hughes de calibre 30 mm avec un magasin de 1200 coups, monté dans une tourelle commandée à distance sous l'avant de l'hélicoptère. Le canon peut se caler sur une cible et la suivre automatiquement. L'Apache devient immédiatement l'hélicoptère le plus approprié pour les missions d'attaque. Le système d'armes sophistiqué, combiné au progrès en matière d'informatique, offre une plateforme de tir redoutable capable d'engager plusieurs objectifs à la fois. L'Apache a été conçu à l'origine pour opérer dans l'environnement de l'Europe de l'Est, mais il subit sa première épreuve du feu à Panama, puis dans les sables de l'Irak. Ses succès durant la guerre du Golfe lèveront tous les doutes quant à l'importance de ce type d'hélicoptère. Certains ont même suggéré que l'Apache finirait par remplacer le char. Les expériences acquises pendant la guerre du Golfe vont engendrer une série de modifications à l'Apache. Résultat, une nouvelle version, l'AH-64D Longbow Apache. Alors que les missions de base de l'Apache restent essentiellement la destruction des blindés ennemis, une série d'améliorations a permis d'augmenter les capacités de l'appareil. Sur l'Apache Longbow, la tourelle du canon à l'avant reste la même, tout comme la cellule de base et les 2 turbines générales électriques de 1700 chevaux, autorisant une vitesse de pointe de plus de 320 km/h et une autonomie de près de 600 km. L'Apache Longbow est construit par Boeing dans l'usine de Mesa, en Arizona, au rythme de 3 appareils par mois. Le nouvel appareil est muni d'un système révolutionnaire, RPA, le Rotorcraft Pilot Associate, une sorte de copilote virtuel, un ordinateur d'assistance au vol. Le RPA peut prendre en charge le pilotage de l'hélicoptère et permettre à l'équipage de se concentrer sur sa mission. Comme la précédente version de l'Apache, le Longbow est conçu pour voler et combattre essentiellement de nuit.
Pour faciliter les missions comportant des vols de nuit, l'équipage de l'appareil se sert des capteurs infrarouges à vision avant. Le Pilot Night Vision Sensor est utilisé par le pilote pour guider la machine. Le Target Acquisition Designator, qui comporte un télescope optique à vision directe, sert essentiellement au guidage du tir. L'Apache Longbow comporte aussi un télescope de jour et un FLIR, un système d'éclairage infrarouge avant, qui peut être utilisé par le copilote pour diriger l'hélicoptère à partir de la place avant. Ces capteurs de nuit et ces radars sophistiqués offrent aux pilotes des images vidéo numériques du terrain devant eux. Ces informations essentielles sont projetées dans l'afficheur de leur casque qui se situe au-dessus de l'œil droit. Cette technologie, qui affiche les symboles de la dynamique de vol et du système d'armes, donne aux membres d'équipage la capacité de piloter et de contrôler l'armement pratiquement n'importe quand. Le radar de contrôle de tir de l'Apache est le cerveau de tout le système. Il sert à détecter, repérer et identifier les cibles ennemies. Le radar de tir enregistre l'emplacement, la vitesse, la direction et les mouvements de la cible et envoie les informations au missile Hellfire du Longbow. Tout Apache d'un groupe de combat peut récupérer ces informations et les utiliser pour lancer des missiles supplémentaires. Dans les conflits à venir, les Apaches non équipés de la configuration Longbow pourront aussi recevoir les données du champ de bataille enregistrées par les systèmes Longbow à bord des autres machines. La tactique d'une unité d'Apache Longbow incorpore les possibilités incroyables apportées par la technologie de l'appareil aux notions classiques de combat qui reposent largement sur la surprise. Après avoir reçu l'ordre d'engager un objectif déterminé, le groupe d'Apache décolle et se dirige sur la cible à la vitesse moyenne de 230 km/h. Une fois les machines arrivées dans les paramètres de leur mission, ils doivent d'abord localiser et identifier la cible ennemie. Le radar de contrôle de tir se met en action, repérant toutes les menaces terrestres et aériennes. Tout se passe à une distance hors de portée des tirs ennemis. Le pilote de l'Apache peut voir toutes les informations qui s'affichent sur les écrans numériques du tableau de bord. Le champ de bataille est ensuite divisé en sections en fonction des avantages et des faiblesses adverses. En déterminant les zones les plus dangereuses, l'équipage de l'hélicoptère peut d'abord concentrer ses efforts sur l'élimination des objectifs qui représentent les plus grandes menaces. Le leader du groupe d'Apache envoie ensuite ses renseignements par satellite au commandant au sol. Celui-ci étudie les données et organise le plan d'attaque. Ces ordres sont ensuite retransmis au groupe d'Apache. Puis, tous les membres des groupes d'attaque reçoivent les ordres leur assignant leurs objectifs et commencent à programmer leurs ordinateurs pour l'attaque. Chaque équipage détermine sa cible prioritaire et secondaire et lance ses missiles au commandement donné.
Chaque hélicoptère évalue ensuite ses résultats et retransmet son rapport au leader du groupe. Une fois de plus, les informations sont renvoyées au commandement au sol, qui analyse l'attaque et prépare la prochaine manœuvre. Ce processus peut continuer indéfiniment à mesure que de nouveaux groupes d'Apaches pénètrent dans la zone de combat et que d'autres rentrent pour réarmer et faire le plein. La capacité de l'Apache Longbow à transmettre des informations entre appareils et vers les centres de commandement au sol améliore fortement les chances des unités d'attaque d'accomplir avec succès leur mission. Jouant le rôle d'un œil protecteur, un groupe d'Apaches peut coordonner toute une offensive et pratiquement gérer toute une zone de combat. L'autre grand avantage de l'Apache Longbow est sa capacité multirôle. En fonction d'un objectif donné, que ce soit de la préparation de terrain, de l'appui rapproché ou d'autres rôles offensifs, différents assortiments de missiles et de roquettes peuvent être montés sur l'appareil. Ces modifications n'ont que peu d'effet sur l'autonomie et la vitesse de l'appareil. La révolution informatique a fortement influencé le développement des technologies utilisées par les hélicoptères d'attaque. Entre l'armement, la gestion du pilotage et l'entretien, l'utilisation des ordinateurs est sans précédent. En particulier, la vitesse d'exécution et la précision des systèmes informatiques permettent d'obtenir des performances exceptionnelles sur l'Apache. Les ordinateurs perfectionnés à bord de la H-64D Longbow peuvent stocker des informations complexes qui servent à l'entretien et aussi à la définition des missions. Pour les navigants, l'Aviation Mission Planning System, le système de programmation de vol, réduit la charge de travail en programmant les vols d'avance avec les renseignements de navigation et de gestion de carburant. L'équipage peut ainsi concentrer toute son attention sur les autres éléments de la mission. Le manuel technique interactif électronique donne aux mécaniciens au sol la possibilité de communiquer directement avec les ordinateurs de bord. Ils déterminent ainsi quel système n'a besoin qu'une vérification de routine et quel autre doit être inspecté immédiatement avec attention. Les encombrants manuels de maintenance ont été remplacés par des ordinateurs portables qui peuvent être emmenés et utilisés n'importe où. Les guerres de l'information du futur nécessiteront de transmettre des informations essentielles aux divers commandements. L'armée qui pourra diffuser ce type d'informations dans les meilleures mains disposera d'un avantage décisif dans la bataille. La capacité de l'Apache à communiquer des données numériques à des forces terrestres et à d'autres appareils volants contribuera fortement à ce partage capital des informations. Comme tous les hélicoptères d'attaque volant au ras du sol et qui doivent subir constamment des tirs de barrage de l'adversaire, l'Apache est construit pour encaisser des coups. Sa cellule peut résister à des balles de 12,7 mm, aussi bien qu'à des obus de 23 mm. Début 1995, l'US Army effectue une série d'essais opérationnels en opposant 6 Apache Longbow à des Apache AH-64A standard. Les deux types de machines sont chargés de combattre ce qui pourrait être une force ennemie en 2004. Cette force d'opposition est constituée de blindés lourds, de défenses aériennes et de systèmes de communication numérique très sophistiqués. Les informations détaillées et les bandes vidéo numériques de ces essais sont classées secret défense, mais les essais indiquent que l'Apache Longbow s'est avéré 700% plus résistant et 400% plus efficace que son prédécesseur, l'Apache AH-64A. Ce n'est pas une performance banale, étant donné que l'appareil original était déjà l'hélicoptère d'attaque opérationnel le plus sophistiqué du monde. Cette série d'essais a permis d'établir que l'Apache Longbow pouvait localiser et classer plus de 128 cibles.
déterminer les 16 les plus dangereuses, transmettre ces informations aux autres appareils et lancer une attaque en moins de 30 secondes. Les essais opérationnels ont aussi démontré la capacité de l'Apache Longbow à utiliser aussi bien son viseur de désignation et d'acquisition que son radar de contrôle de tir pour verrouiller l'objectif. C'est un avantage important car cela donne à l'équipage une certaine souplesse si l'un des systèmes n'est plus opérationnel. L'Apache Longbow peut frapper des cibles en mouvement à plus de 8 km, une distance suffisante pour être hors de portée des tirs ennemis. Si pour quelque raison les deux systèmes optiques d'acquisition ne peuvent plus fonctionner, l'Apache peut tout de même détruire des cibles en mouvement comme des chars à des distances de sécurité. La campagne d'essai opérationnel a aussi révélé que le nouvel Apache Longbow demandait un tiers d'entretien au moins que les versions précédentes et pouvait voler près de 91% de son temps opérationnel. L'hélicoptère d'attaque constitue encore une addition relativement récente aux moyens militaires aériens. Les expériences acquises en Corée, au Vietnam et pendant la guerre du Golfe ont contribué à faire de l'Apache l'outil qu'il est devenu, l'hélicoptère d'attaque le plus moderne du monde. La capacité de cette machine à engager et à détruire des objectifs, à laquelle s'ajoute une robustesse à toute épreuve, n'a pas d'équivalent dans cette catégorie d'armes. Quels que soient les futurs changements en matière de méthode de guerre, on aura toujours besoin de gunships agiles et redoutables. Et l'Apache Longbow répond à ces besoins. Les qualités de cet hélicoptère sont impressionnantes. Sa vitesse est phénoménale et son agilité lui permet de se faufiler au-dessus des terrains les plus accidentés. Sa capacité de combat de nuit et par presque n'importe quel temps lui permet d'effectuer sa mission en toutes circonstances. Le système d'armes de l'Apache peut engager avec une précision inégalée des cibles ennemies hors de portée d'une éventuelle riposte. Il peut déchaîner une puissance de feu effrayante. Avec son éventail sophistiqué de capteurs, d'armements et de systèmes divers, l'Apache restera sans aucun doute un des meilleurs hélicoptères de combat pour longtemps, une véritable machine de légende.